Bonjour, bienvenue sur la plateforme des Assises régionales du bâtiment et bienvenue sur ce premier webinaire consacré à la RE 2020. Je vous invite, si vous le souhaitez, par la suite de regarder le reste du programme. Il y a 2 autres webinaires qui auront lieu les semaines suivantes et puis les Assises du bâtiment, évidemment, le 8 avril 2021, avec un programme particulièrement riche. Vous avez tout le détail sur la partie agenda. Bruno Ertrich, qui apparaît aussi à l'écran, va vous présenter l'Aéro 2020 à l'instant. Et puis, je vous invite surtout à réagir via le chat qui est en parallèle. Je vois que M. Cuissonneau a déjà écrit bonjour. À réagir via le chat et nous traiterons en fait que ce soit des réactions, des questions ou peu importe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais relever l'ensemble des questions qui sont posées et avec Bruno, on va faire 2 temps de pause, l'un à la moitié, donc vers 8h30 à peu près. Enfin, je sais pas exactement, parce que c'est peut-être pas une demi-heure exactement, et puis un vers la fin, sur lequel on s'arrêtera pour répondre à vos questions. Voilà. Bruno, je te laisse la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la réglementation environnementale RE 2020, qui s'apprête en fait à succéder à l'actuelle réglementation thermique RT 2012. Et du coup, la RE 2020, en fait, elle va marquer une nouvelle page pour le secteur du bâtiment. Et du coup, effectivement, jusqu'à présent, en fait, les réglementations thermiques se focalisaient principalement sur la dimension énergétique des ouvrages. Et désormais, la RE 2020, elle va introduire en fait un nouvel objectif qui est la limitation de l'empreinte carbone du bâtiment. Donc, on va y venir. Et avec cette exigence, la question qu'on peut se poser, c'est finalement quel impact pour les constructions de demain. Ouais, donc, on y vient tout de suite. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Tu me confirmes, Philippe? Oui, normalement, moi je la vois, donc je pense que tout le monde doit la voir. Ok, parfait. C'est parti. Donc, effectivement, si on fait un petit rappel historique, les réglementations thermiques, depuis les années 70 et le choc pétrolier, se concentrent donc vraiment sur la limitation des consommations d'énergie du bâtiment. Actuellement, c'est la RT 2012 qui s'applique encore. Et à partir du 1er janvier 2022, c'est la réglementation environnementale 2020 qui va entrer en vigueur. Avec, donc, comme je le disais juste avant, un objectif supplémentaire qui est de déployer des bâtiments à faible empreinte carbone, en plus aussi de poursuivre en fait les objectifs sur l'aspect énergétique et plus particulièrement sur la consommation énergétique des bâtiments. En termes de calendrier, donc comme je le disais, donc l'entrée en vigueur est à partir du 1er janvier 2022 pour le résidentiel uniquement. Concernant les bâtiments tertiaires, donc là, l'entrée en vigueur viendra un peu plus tard. Pour les bureaux et enseignements, ça devrait venir donc courant 2022. On n'a pas de date plus précise à ce jour. Et concernant les autres catégories de bâtiments, ça viendra ultérieurement. Donc, quand même pour rappel, donc la RT 2012 ou RE 2020 à partir du 1er janvier 2022, ça concerne en fait tous les, que ce soit un particulier ou un professionnel qui souhaite se lancer dans un projet de construction et qui dépose un permis de construire, sera soumis à cette RE 2020. Pourquoi ce nouvel objectif qui est de limiter l'empreinte carbone des bâtiments? Je pense qu'il faut faire un petit rappel du contexte avec effectivement la place du bâtiment parmi l'ensemble des secteurs en France sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit que le secteur résidentiel et tertiaire représente environ donc 19% des émissions actuelles. Si on prend en compte les émissions directes liées au bâtiment, néanmoins, il faut aussi noter que tous les secteurs finalement sont connectés entre eux, puisque si on prend par exemple en compte les émissions carbone relatives à la production de l'énergie consommée dans le bâtiment, en fait, on peut arriver à un impact de l'ordre de 28%. C'est des chiffres aussi qui sont régulièrement communiqués, donc c'est important de le noter. Donc voilà, il y a un enjeu majeur qui est de limiter l'impact du secteur du bâtiment, et l'ARE 2020 s'inscrit tout à fait dans cet objectif. À savoir aussi que la France est engagée dans le cadre des accords de Paris en 2015
la France compte parmi les 197 pays signataires, avec comme objectif principal de limiter donc la hausse des températures en restant en dessous des 2 degrés, avec une cible plutôt à 1,5 degré, dans le but justement de limiter les conséquences et l'impact du changement climatique sur notre planète. Donc, c'est voilà, un petit rappel historique qui me semble important, avec un autre objectif qui est aussi de viser la neutralité carbone d'ici 2050. Ensuite, chaque pays qui s'est engagé dans le cadre des accords de Paris va aussi mettre en place en fait sa feuille de route nationale. Et en France, c'est la stratégie nationale bas carbone qui va fixer les objectifs de la France en matière de transition écologique. Pour ce qui est de l'ensemble des mesures actuelles, en fait, on le voit, c'est la ligne qui est en pointillé. Si effectivement on garde toutes les mesures existantes et qu'on ne change rien, la ligne en pointillé nous montre en fait quelle va être finalement la trajectoire en termes d'émissions carbone sur les prochaines années. Et on voit, donc là c'est plutôt du coup la partie bleue, qu'il faut en fait limiter les consommations et plutôt les émissions carbone pour atteindre la neutralité à horizon 2050. C'est pourquoi justement il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place pour le neuf, donc la RE 2020, c'est le sujet du jour, mais il y a aussi, on peut parler de la rénovation énergétique avec des objectifs de massification de la rénovation. Ça fait aussi partie donc des mesures qui sont en place aujourd'hui pour justement faire baisser les niveaux d'émissions du secteur. Donc chaque secteur économique a en fait sa feuille de route. Et concernant le bâtiment, il y a un objectif qui est d'atteindre une réduction de 49% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015. Voilà, donc maintenant qu'on a introduit la RE 2020, qu'on l'a replacée dans son contexte politique, donc on va commencer à introduire le sujet. Donc, quelles évolutions par rapport à la RT 2012? Donc, comme je le disais, c'est de dépasser l'approche purement thermique énergétique en prenant en compte le poids carbone des constructions. Et donc, il va y avoir systématiquement un calcul de l'empreinte carbone sur chaque projet de construction dont le permis de construire sera déposé à partir du 1er janvier 2022. Qu'est-ce que le critère carbone que va introduire la RE 2020? Le critère carbone, il va se calculer à travers une analyse de cycle de vie qu'on appelle ACV et qui sera faite sur chaque bâtiment. Donc l'analyse de cycle de vie consiste en fait à comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Donc on va partir de la fabrication et même de l'extraction de l'ensemble des matières premières. On va prendre en compte le process de fabrication, les transports, le chantier, la phase d'exploitation, les éventuelles rénovations qu'il peut y avoir tout au long du cycle de vie du bâtiment jusqu'à la phase de démolition. Donc, en prenant en compte tous ces aspects, on va pouvoir retracer finalement le cycle de vie du bâtiment et l'ensemble des émissions carbone qui sont induites. Donc, comme je le disais, en fait, il y a plusieurs phases quand on parle d'analyse de cycle de vie. On va de la production jusqu'à la fin de vie. Et également, je pense que c'est une notion aussi importante, c'est qu'il y a plusieurs contributeurs à justement au poids carbone d'un bâtiment. On a d'une part les produits de construction et équipements qui vont émettre quand même une grosse part du bâtiment. Il y a également les consommations d'énergie. Donc là, ça va être plutôt en phase d'exploitation. Donc, dès que je vais consommer de l'énergie, finalement, je vais émettre un certain poids carbone qui va dépendre forcément donc, de la source énergétique. Il y a la phase chantier aussi qui va émettre une partie des émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'eau en phase d'exploitation. À noter que c'est quand même les deux premiers contributeurs qui sont les principaux, à savoir les produits de construction et équipement et les consommations énergétiques. Les deux derniers, donc le chantier et les consommations d'eau, sont relativement minoritaires. Concernant le critère carbone, donc pour calculer le poids carbone d'un bâtiment, donc on va faire la somme des 4 contributeurs que je vous ai cités juste avant. Donc on a l'IC composant, donc IC comme indicateur d'impact sur le changement climatique, c'est tel qu'on va l'appeler dans le cadre de la RE 2020.
Donc IC composant, qu'on va ajouter l'IC chantier, l'IC énergie, donc lié aux consommations d'énergie, et l'IC eau, donc concernant les consommations en eau. Donc quand on va faire la somme de ces 4 indicateurs, on va pouvoir calculer l'IC bâtiment qui représente l'empreinte carbone totale d'un bâtiment. Voilà. À noter aussi que si on prend en compte uniquement l'IC composant et l'IC chantier, donc le poids des produits de construction et équipement, on ajoute à cela le poids carbone du chantier, on arrive à un indicateur qui est l'IC construction, qui est aussi introduit dans le cadre de la RE 2020. Voilà. Une fois qu'on a décomposé tout le poids carbone du bâtiment, donc dans les textes RE 2020, finalement, ce qu'on va retenir, c'est l'IC construction, qui est la somme d'IC composant et IC chantier, comme je le disais, et IC énergie. Donc ça va être les 2 indicateurs clés pour le poids carbone parce qu'ils seront associés à un seuil réglementaire, donc qui devra être respecté sur l'ensemble des projets. Voilà. Il y a 3 autres indicateurs aussi qui seront affichés à titre indicatif. Il n'y aura pas de seuil réglementaire, néanmoins, ils apparaîtront tout de même. Donc, ce sera l'IC composant, donc le poids carbone global du bâtiment, et aussi 2 autres indicateurs réglementaires. Un indicateur de stockage carbone qui va prendre en compte finalement la masse de carbone biogénique stockée au sein du bâtiment, ce qui traduit finalement indirectement la quantité de matériaux biosourcés qui est installée dans l'ouvrage. Et un dernier indicateur qui va être un indicateur qui va en fait donner une indication sur la part de données environnementales par défaut qui sera utilisée sur chaque projet. J'y viens plus tard justement sur ce sujet. Concernant l'IC construction, donc l'impact des produits de construction équipement et l'impact de la phase chantier. Donc on va avoir en fait des seuils qui vont se renforcer au fil des années ou des échéances plutôt, à savoir qu'on a en fait 3 échéances clés, 2022, 2025, 2028 et même une 4e qui est 2031, avec un renforcement progressif et une trajectoire en fait sur plusieurs années. Donc là, c'est aussi très novateur dans le cadre de la RE 2020, c'est qu'on a des objectifs renforcés sur plusieurs échéances à long terme. Donc pour calculer le l'IC construction, on va devoir calculer, donc comme je le disais, le poids des produits de construction et équipement. Pour ce faire, en fait, on va prendre en compte la quantité de chacun des produits qui vont être installés. On va prendre en compte les données environnementales de chaque produit et le taux de renouvellement, effectivement, de chaque produit. Donc finalement, pour chaque produit, on a une durée de vie de référence et finalement, plus la durée de vie du produit va être faible et plus on va compter de renouvellement de ce produit dans le cycle de vie du bâtiment. À savoir que dans le cadre de la RE 2020, le cycle de vie du bâtiment, on prend en compte en fait une durée de vie référence de 50 ans. Voilà. Concernant les données environnementales, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que du coup, il y a plusieurs niveaux de détail en termes de données environnementales et plusieurs niveaux de fiabilité, on pourrait dire. À savoir que pour tous les produits qui bénéficient d'une fiche de données environnementales actuellement pour les produits ou pour les équipements d'une PEP, on va en fait utiliser la donnée environnementale spécifique qui est affichée sur ces fiches, qui a été calculée justement par un bureau d'études et vérifiée par après. Si on ne bénéficie pas de ces fiches spécifiques, le bureau d'études n'aura pas d'autre choix que d'utiliser des données génériques, donc des données par défaut. Et ces données par défaut, elles vont être forcément plus pénalisantes qu'une donnée spécifique sur un produit, ce qui va justement avoir pour incidence d'augmenter le poids carbone du bâtiment et donc finalement de pénaliser quelque part le projet. Donc là, on comprend très vite que plus on va utiliser de données spécifiques sur les projets, et finalement, plus on va limiter le poids carbone d'une construction. Pour le calcul de cet indicateur, donc,
il y a une méthode de calcul dynamique qui est prise en compte. Donc, méthode de calcul dynamique, ça veut dire en fait qu'on prend en compte la temporalité des émissions de chaque produit de construction et équipement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, cette méthode, elle va prendre en compte, elle va prendre plus d'importance sur toutes les émissions qui vont avoir lieu au démarrage du cycle de vie d'un produit, particulièrement les matériaux qui vont émettre beaucoup de carbone en phase fabrication. Ceux-là, en fait, on va prendre en compte leur impact à 100%. Et à l'inverse, les produits qui vont être capables de stocker du carbone et qui vont l'émettre à plus long terme, ces produits-là, effectivement, ils vont avoir tendance à être favorisés par cette méthode. Voilà, pour vous donner un exemple, là, on voit la courbe qui va être retenue dans le moteur de calcul RE 2020. Finalement, on prend en compte un impact de l'ordre de 60% d'un produit lorsqu'il va émettre du carbone après une durée de 50 ans. Voilà, donc les incidences de cette méthode, c'est qu'on favorise le stockage carbone à moyen ou long terme. Et autre incidence, c'est que ça va donner un avantage aux matériaux biosourcés qui vont stocker du carbone biogénique et qui vont le relarguer seulement à la fin de leur cycle de vie. Les matériaux recyclés également, parce qu'ils vont émettre très peu en phase fabrication, puisqu'ils sont recyclés, ou les matériaux issus du réemploi qui ne vont pas générer d'émissions carbone lors de leur fabrication. Donc, les évolutions, elles seront assez nombreuses sur les métiers, parce que là, on a quand même une très forte ambition avec cet indicateur. On le voit, donc il y a les exigences qui vont être resserrées au fil des échéances. Donc, on peut dire que les évolutions métiers porteront sur plusieurs aspects. D'une part, comme je le disais avant, l'idée c'est d'utiliser de plus en plus de données spécifiques. Donc ça peut être des fiches de données environnementales individuelles sur un produit, mais il existe aussi des fiches de données collectives sur plusieurs produits. Mais l'idée c'est d'éviter au maximum le recours aux données par défaut. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, il va falloir flécher davantage sur une même typologie de produit. Par exemple, si j'ai un isolant qui est dans une nature de matériaux bien définie, je vais essayer de viser le matériau isolant qui a la donnée environnementale la plus performante. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le recours de plus en plus fréquent aux ossatures bois et aux matériaux biosourcés pour le second œuvre. Comme je le disais avant, la méthode qui est utilisée, effectivement, va davantage favoriser cette typologie de produits. Mais aussi, dernier point, recours de plus en plus fréquent aux produits innovants bas carbone, parce que tous les produits bas carbone, de manière générale, c'est ce qu'il faut retenir, ce sera des produits qui permettront de répondre aux exigences de la RE 2020. Donc, ça peut être des matériaux recyclés, comme je disais, il existe aujourd'hui des isolants recyclés, des peintures recyclées, on a aussi des revêtements de sol recyclés qui existent. Ça peut être des matériaux issus du réemploi. Il existe aussi des bétons bas carbone en structure, etc. D'ici là, il y a aussi, d'ici 2031, on espère aussi que les industriels développent de nouveaux produits ou optimisent tout simplement les produits existants pour qu'ils puissent répondre aux exigences. Ensuite, le deuxième indicateur réglementaire, c'est l'IC énergie, donc l'impact climatique lié aux consommations d'énergie du bâtiment. Donc là également, on va avoir une exigence sur les différentes échéances entre 2022 et 2031, qui n'est pas la même que ce soit une maison individuelle ou un logement collectif. C'est comme pour l'IC construction. Et pour la maison individuelle, cette exigence restera la même, parce qu'on est sur un critère qui est quand même déjà très, très strict. On en parlera juste après. Et concernant le collectif, donc là, on va être sur une trajectoire progressive avec un renforcement de l'exigence à partir de 2025. Donc finalement, pour bien comprendre l'IC énergie, pour son calcul, on va prendre en compte finalement le facteur d'émission selon la typologie de la source d'énergie qu'on utilise. Voilà, donc on voit, ce facteur d'émission carbone n'est pas le même en fonction de la source d'énergie.
Et effectivement, plus on va avoir des critères, plus on va demander de limiter finalement les émissions liées aux consommations d'énergie, et plus on va tendre finalement vers des facteurs d'émission carbone très faibles. Ouais, donc là, ça vous donne une idée, c'est les facteurs d'émission qui vont être pris a priori dans le cadre de la RE 2020. Et donc les conséquences, elles sont très fortes sur la partie énergétique, dans le sens où pour la maison, à partir du 1er janvier 2022, il va y avoir l'exclusion du chauffage au gaz. Et parce que là, comme je vous le montrais avant sur les facteurs d'émission, le gaz ou de manière plus générale les énergies fossiles vont émettre davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, les conséquences, donc elles sont très fortes. Donc, exclusion du gaz pour les maisons individuelles, avec tout de même une dérogation possible jusqu'à fin 2023 pour les parcelles récemment desservies et raccordées à un réseau gaz. Donc là, l'idée, c'est de laisser quand même la place encore au gaz pour les maisons qui pourraient être, qui ont été récemment en fait raccordées. Et du coup, là, l'idée, c'est de laisser un peu de souplesse. Néanmoins, comme on le voit, pour le collectif, c'est la même conséquence, mais à partir de 2025, il va y avoir aussi une exclusion du chauffage au gaz avec malgré tout des solutions hybrides avec un appoint gaz qui pourrait encore respecter les exigences. Un seuil dérogatoire également qui a été mis en place pour les réseaux de chaleur, comme je le montrais avant. Donc, dans le cas des réseaux de chaleur, effectivement, il y a un seuil qui est un peu plus souple que pour les autres systèmes énergétiques, dans la mesure où le gouvernement souhaite accompagner le verdissement des réseaux de chaleur urbains, et c'est pour cela qu'ils ont introduit un seuil dérogatoire, en espérant que d'ici 2028, effectivement, la part d'énergie renouvelable injectée dans un réseau de chaleur sera plus importante que la part actuelle. Voilà, sur la partie carbone, on peut peut-être faire une petite pause, Philippe, pour voir s'il y a des questions. Oui, tout à fait. Il y a deux questions. Simon Algis, comment le réemploi est-il pris en compte dans le cadre des IC, indicateurs carbone? Alors, donc le réemploi, alors aujourd'hui, en fait, c'est un produit, comme je le disais, qui n'émet pas de carbone en phase fabrication. C'est le cas d'un matériau issu du réemploi. Donc, effectivement, il va être très valorisé dans le cadre de la RE 2020, dans le sens où son impact sera nul en phase fabrication. Donc, c'est plutôt très positif pour les matériaux issus du réemploi. Néanmoins, il faut que ces matériaux bénéficient d'une fiche de données environnementales, c'est ce que je disais avant. Donc ça, c'est peut-être le deuxième point, c'est qu'il faut que ces matériaux, que les fabricants de ces matériaux, plutôt, alors c'est pas directement des fabricants, mais il faut quand même qu'il y ait un fabricant qui prenne la main ou une entreprise pour justement faire une évaluation de ce produit et qu'il ait sa fiche. Donc je dirais que c'est un peu ça l'enjeu principal pour le réemploi. Et après aussi des enjeux autres que l'enjeu environnemental, qui est justement de bien cadrer la mise en œuvre du produit par rapport d'un point de vue plutôt assurantiel. Voilà. Okay. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous redemandez via le chat. Erwan Montfort pose la question, réemploi, recyclage, etc. C'est très bien. Les pouvoirs publics sont-ils conscients qu'il faudra que les réglementations liées à l'usage de ces matériaux devraient évoluer rapidement, aussi bien dans le bon sens? Alors, je ne sais pas si Erwan, peut-être tu veux compléter, mais la question est claire pour toi, Bruno? Pas trop, non. Pas trop. Erwan, si tu peux compléter, je veux bien. Je passe à la suivante, Stéphane Genouvrier. Bonjour et merci pour ces éléments. Dans le cadre d'un acte notarial achat-vente, le critère carbone devrait apparaître en plus des autres diagnostics. Point d'interrogation. Quelle périodicité des contrôles des bâtiments? Est-ce que tu peux répéter, Philippe, excuse-moi. Ouais, je t'ai mis la question sur le côté gauche si tu veux la voir. Ok. Alors effectivement, donc là, quand c'est dans le cadre
D'un achat, alors si je comprends bien, là, c'est plutôt pour un bâtiment existant, hein. Si c'est un bâtiment existant, aujourd'hui, il y a pas d'exigence en termes de diagnostic sur les performances environnementales, hein. Là, aujourd'hui, on parle vraiment que de la construction neuve et à ce jour, il n'y a pas de diagnostic non plus, hein, pour la construction neuve sur la partie environnementale. Autre question de Benjamin 5.1 Lapierre, gaz plus ENR, ça devrait encore passer en maison individuelle, non? En interrogation. Alors, la solution gaz plus ENR, alors effectivement, là, quand on parlait des évolutions en termes de système énergétique, donc je vais en parler après un peu plus précisément, hein, de la partie énergie. Mais effectivement, tout dépend aussi du niveau d'isolation de notre bâtiment. Donc finalement, plus on isole, effectivement, moins on va consommer d'énergie, ce qui est logique, mais du coup, moins on va émettre de carbone en phase d'exploitation. Donc effectivement, peut-être que sur certaines solutions, un mix gaz plus énergie renouvelable pourrait éventuellement passer. Mais si on se fie uniquement aux critères réglementaires, hein, j'en parlerai après, c'est une limitation des besoins bioclimatiques de 30%, une réduction, hein, par rapport à la RT 2012. Si on se fie uniquement à ce critère réglementaire, ce sera compliqué de faire passer ces solutions. Voilà. Une question de Jérémy Blaise. Bonjour, est-ce que les projets d'extension et rénovation sont pris en compte dans la RE 2020? Oui, alors effectivement, la RE 2020, elle va aussi s'appliquer, hein, pour les extensions de bâtiments existants. Néanmoins, pour l'instant, les textes actuels, donc là, comme je le disais, il va y avoir une application uniquement pour le résidentiel et les textes sur le résidentiel aujourd'hui ne parlent pas d'extension. Ça viendra certainement donc dans un second temps, mais bien évidemment, ça s'appliquera aussi plus tard, certainement qu'à partir de 2023 pour les extensions de bâtiments existants. Erwan Montfort a donné des compléments. En gros, il y a des matériaux qui sont pas validés par les bureaux de contrôle. Alors, je pense qu'il y a aussi la question normative, assurantielle, etc. Et donc, on pousse à utiliser ces matériaux, notamment de réemploi. Et donc, si la réglementation n'évolue pas, on risque, en tout cas dans le cadre des entreprises de bâtiments, de ne pas pouvoir utiliser sereinement ces matériaux d'un point de vue assurantiel et normatif. Je pense que Bah, c'est la effectivement, question. oui. Je pense que c'est un problème, hein, sur le. Enfin, ça va être l'enjeu, hein, l'ensemble des acteurs du bâtiment, hein, dans les prochaines années, c'est qu'effectivement, on va plus forcément utiliser que des produits traditionnels. Il va y avoir un certain nombre de produits innovants qu'on va utiliser de plus en plus. Et à partir du moment où on utilise des produits innovants, effectivement, vient la question du cadrage d'un point de vue assurantiel, du point de vue de la mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de référentiel technique sur l'ensemble de ces produits. Donc tout ça, ça va devoir se développer en parallèle finalement, mais c'est effectivement un frein qu'il y a aujourd'hui. Ok, merci. On a épuisé les questions. Tu passes à la suite. Ok, donc là on était donc sur la partie carbone et donc on va faire un point sur la partie énergie de la RE 2020. Donc, je le disais au départ, en fait, sur la partie énergie, l'idée c'est d'aller au-delà de la RT 2012. D'aller au-delà, mais on va quand même utiliser des indicateurs qui sont les mêmes que la RT 2012, quasiment. Je rentrerai plus dans les détails. Mais on a déjà d'une part l'indicateur BBio, je pense, qui était déjà introduit dans la RT 2012. C'est l'indicateur de besoins bioclimatiques du bâtiment. Donc ce BBio, il va être renforcé de 30% par rapport à la RT 2012 pour favoriser davantage la sobriété énergétique. Donc les impacts du renforcement du BBio sont multiples, hein. Il va falloir à la fois avoir recours à une isolation plus performante. Ça peut être des produits plus performants, ça peut être aussi augmenter l'épaisseur des isolants dans la paroi. Des menuiseries plus performantes, ça peut être aussi une meilleure étanchéité à l'air du bâtiment dans sa globalité, un meilleur traitement des ponts thermiques. Ça peut être aussi géré même au niveau de la conception architecturale en essayant de viser des bâtiments plus compacts
qui vont émettre moins qui vont avoir moins de besoins en termes de chauffage ou de refroidissement. Voilà, donc c'est plusieurs pistes pour améliorer les besoins bioclimatiques, mais comme vous l'aurez compris, il y a plusieurs solutions possibles. Mais donc, ça va avoir un impact assez considérable parce qu'un renforcement de 30%, notamment en maison individuelle, ça amène quand même à des évolutions majeures en termes de conception et de mise en œuvre. À savoir aussi qu'il y a une modulation de ces exigences qui est prévue sur les petites maisons et les petits bâtiments collectifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut noter effectivement, c'est qu'il y a un renforcement de manière générale de 30%, mais pour les petites maisons et les petits collectifs, ce sont des bâtiments moins compacts et en général qui ont plus de mal à répondre aux exigences. Et dans ces cas-là, il va y avoir un léger assouplissement de cette exigence pour que l'idée, c'est que l'ensemble des bâtiments aient le même effort à faire, quelle que soit leur taille. Concernant les consommations énergétiques, donc là, on va reprendre l'indicateur RT 2012, l'indicateur CEP, qui est un indicateur de consommation d'énergie primaire au sein du bâtiment. Et on va introduire un nouvel indicateur qui est le CEP-NR comme consommation d'énergie primaire non renouvelable. Donc, l'indicateur CEP, c'est le même qu'en RT 2012, il est calculé sur 5 usages réglementaires qui sont ceux de la RT 2012, chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage et auxiliaire, auquel on va rajouter un nouvel usage qui concerne en fait tous les usages immobiliers finalement qui n'étaient pas pris en compte jusqu'à présent. À savoir en collectif, par exemple, ça va être la prise en compte des consommations liées aux ascenseurs, à l'éclairage et la ventilation des parkings, des parties communes, etc. L'idée, c'est d'avoir vraiment de regrouper l'ensemble des usages immobiliers. Voilà. Donc, le CEP, c'est les consommations en énergie primaire. Qu'elles soient renouvelables ou non, on les prend en compte dans cet indicateur. Et il y a un deuxième indicateur qui est le CEP-NR, où là, en fait, on va déduire toutes les consommations d'énergie renouvelable et finalement, on va prendre en compte uniquement les consommations d'énergie primaire non renouvelables. C'est peut-être un peu compliqué en approche, mais l'idée, en fait, c'est d'introduire deux seuils différents et effectivement donner un droit à consommer un peu plus important lorsqu'on a recours à une énergie renouvelable. Et à l'inverse, en fait, quand on a des énergies non renouvelables, il va y avoir un critère un peu plus sévère, un peu plus strict pour favoriser davantage les efforts à partir du moment où on a recours à une énergie non renouvelable. Voilà, donc deux seuils qui sont différents, CEP, CEP-NR, et en fonction de la typologie de bâtiment, qu'on ait une maison ou un logement collectif, le seuil ne sera pas le même. Voilà, donc on est à 55 kWh sur le CEP-NR en maison et 75 donc pour le CEP. Sur les logements collectifs, on est à 70 kWh sur le CEP-NR et le CEP 85 kWh. Donc, on le voit qu'on a à chaque fois un delta finalement entre ces deux indicateurs. Donc, autre aspect, c'est le confort d'été. Donc, c'est là aussi que la RE 2020 est aussi plus ambitieuse par rapport à la RT 2012 parce qu'elle va aller plus loin en introduisant un nouvel indicateur de degrés-heure qui consiste en fait à calculer le nombre de degrés d'inconfort estival. Plus précisément, en fait, on considère en fait qu'on a, en fonction de la température intérieure du bâtiment, une zone de confort thermique et une zone d'inconfort. Voilà, c'est la zone rouge que vous voyez sur le schéma. Et l'idée, pour schématiser cela, c'est que en gros, on va calculer le nombre d'heures où le logement, à l'intérieur du logement, on se trouve dans une zone d'inconfort. Donc, contrairement à la RT 2012, donc là, on va vraiment prendre en compte, on va compter toutes les heures où on va se situer dans cette fameuse zone rouge. Et finalement, cet indicateur, il va exprimer à la fois la durée de la période d'inconfort et aussi son intensité. Que je dépasse de 2 degrés ou de 5 degrés, cet indicateur va prendre en compte justement cette notion d'intensité d'inconfort qui sera ressentie
par l'occupant. Ça, c'est aussi un aspect qui est très, très novateur dans le cadre de la RE 2020. À noter qu'il y aura deux seuils qui seront appliqués pour l'ensemble des bâtiments. Un seuil réglementaire qui sera situé donc à 1250 degrés heure. Donc c'est la ligne rouge que vous voyez là sur le schéma en haut à droite. Et donc ça, c'est le seuil en fait au-delà duquel un projet de construction ne sera pas conforme. Si on dépasse ce seuil, on sera considéré comme non conforme à la RE 2020. À cela, il y aura aussi un seuil bas qui sera ajouté, un seuil bas à 350 degrés heure. Et pourquoi un seuil bas? En fait, c'est qu'à chaque fois que l'on se situera finalement entre le seuil haut et le seuil bas, il y a un forfait de pénalisation qui va s'appliquer sur les consommations d'énergie, donc l'indicateur qu'on a vu avant, l'indicateur CEP ou CEP-NR. Et finalement, à chaque fois qu'on aura un nombre de degrés heure compris entre le seuil haut et le seuil bas, on va pénaliser le CEP pour inciter davantage à faire des efforts et à agir sur des leviers d'amélioration du confort d'été. Il y en a plusieurs, notamment l'installation d'un brasseur d'air, mais aussi toute une série de solutions passives, notamment l'installation d'un brise-soleil, d'un puits climatique ou autre. Voilà. Donc, l'idée, c'est de favoriser les leviers d'amélioration du confort d'été. Et si on se situe en dessous de ce seuil bas de 350 degrés heure, on considère qu'il n'y a plus de forfait de pénalisation et le projet donc n'a pas besoin finalement de faire davantage d'efforts entre guillemets sur le confort d'été. Autre aspect, la perméabilité à l'air. Donc là, pas de grosse évolution par rapport à la RT 2012. Donc à noter que cette exigence est une exigence qui est directement liée à la qualité de mise en œuvre du bâtiment. C'est une mesure réglementaire qui a lieu à l'achèvement des travaux. Donc elle est réglementaire à l'achèvement, mais bien souvent il y a des tests intermédiaires qui sont faits avant pour tester la bonne mise en œuvre de l'enveloppe et de son étanchéité. Sachant qu'on a les différentes sources de déperdition qui sont représentées là sur le schéma en haut à droite. Et donc ça montre vraiment que c'est une approche qui est multi-métier finalement, parce que c'est l'ensemble des lots, enfin pas tous les lots, mais il y a quand même une grosse partie des lots qui vont être concernés par l'étanchéité à l'air du bâtiment. Voilà. Concernant les seuils réglementaires, donc là ce sera les mêmes seuils qu'en RT 2012, donc à savoir 0,6 m3 par mètre carré en maison individuelle et 1 pour le collectif. Donc là, ça n'a pas changé. Néanmoins, il y a une évolution, c'est que notamment pour le collectif, en maison aussi, mais en collectif, c'est peut-être plus simple à présenter le sujet. Il y a une méthode par échantillonnage en fait qui peut être utilisée aujourd'hui quand on fait une mesure d'étanchéité à l'air. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire la mesure sur l'ensemble des logements, on va faire la mesure sur un échantillonnage de logements. Et ensuite, on va considérer que si on est en dessous du seuil, finalement, on respecte le critère sur l'ensemble du bâtiment. Donc, cette méthode par échantillonnage, dans le cadre de la RE 2020, elle va pénaliser quelque part le seuil réglementaire. On va finalement multiplier par un coefficient de 1,2 notre résultat après la mesure. Et c'est après multiplication par un coefficient de 1,2 qu'on va devoir se situer en dessous du seuil réglementaire. Donc, il va chaque fois falloir prévoir une marge dès qu'on va en fait utiliser cette méthode par échantillonnage. Voilà, donc ça c'est la seule évolution par rapport à la RT 2012 qui nécessite tout de même un point d'attention pour les mesureurs, mais aussi pour tous les métiers qui sont concernés. Concernant les autres exigences, donc là aussi, c'est un élément complètement nouveau par rapport à la RT 2012. La RE 2020 va introduire un contrôle obligatoire des débits des installations de ventilation. Donc là, l'idée, c'est aussi d'introduire une exigence qui est directement liée à la qualité de mise en œuvre des installations de ventilation.
Et c'est une mesure donc, qui sera réglementaire et qui aura lieu à l'achèvement de tous les travaux pouvant impacter finalement sur le système de ventilation. Voilà, donc c'est à l'instar de la mesure sur l'étanchéité à l'air, il va aussi avoir ce contrôle sur les installations de ventilation. Autre point, l'accès à l'éclairage naturel. Donc là, on reste dans la même lignée que l'ART 2012, avec un ratio de 1/6 de la surface habitable en surface de baie vitrée. Et avec aussi une équivalence possible, plutôt que de respecter cette exigence, il est aussi possible, dans le cadre de la RE 2020, de justifier que le logement bénéficie d'un niveau d'éclairement minimum. Donc il y a des exigences qui sont définies dans l'arrêté sur les exigences de la RE 2020, qui permet en fait de justifier qu'on respecte une même exigence de résultat que si on respectait le ratio de 1/6 par rapport à l'accès à l'éclairage naturel du logement. Concernant les ponts thermiques, donc là, on reprend les mêmes seuils que sur la RT 2012, avec un pont thermique qui correspond à la somme de l'ensemble des ponts thermiques du bâtiment. Donc, on a un seuil à 0,33 watts par mètre carré. Alors, ce seuil, il est différent, tel qu'on le voit, il est différent que la RT 2012. Néanmoins, ce n'est pas la même surface de référence entre RT 2012 et RE 2020. À savoir que pour la RT 2012, on prenait en compte en fait la surface RT, et pour la RE 2020, on va prendre en compte en fait la surface habitable du bâtiment. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes seuils. Néanmoins, on est sur des exigences quasiment équivalentes. Concernant le pont thermique linéique moyen entre le plancher intermédiaire et la façade, le fameux coefficient Psi9, donc celui-ci devra rester inférieur à 0,6 watts par mètre linéaire par Kelvin. On est toujours sur le même seuil que la RT 2012. Avec, là aussi, comme pour l'accès à l'éclairage naturel, on peut aussi, dans l'esprit de la loi ESSOC, on peut essayer de justifier qu'une autre solution peut amener à un même résultat. Donc, ce qui a été introduit dans le cadre de la RE 2020, c'est la possibilité de justifier que le bâtiment présente en conditions hivernales une température de surface de l'isolant, côté intérieur de la paroi, supérieure à 15 degrés. Donc, pourquoi cette justification? L'idée, c'est en fait de justifier qu'il n'y a pas de risque de dégradation de l'isolant dans le temps. Et en fait, ce qui est considéré là, par cette exigence, c'est que si on a une température en dessous de 15 degrés, on va avoir une humidité plus importante avec potentiellement des risques de condensation qui vont pouvoir induire une dégradation soit microbiologique, soit physique, par exemple un tassement d'isolant, un développement fongique au sein de l'isolant. Voilà, donc c'est cette justification, elle permet, dans l'esprit du texte, elle permet justement de limiter ce risque-là. Et donc, si on justifie ce dernier point, on n'a pas besoin finalement de respecter les seuils sur les ponts thermiques. Autres exigences, alors je ne les ai pas toutes listées, mais une partie. On a toujours des exigences comme pour la RT 2012 sur les facteurs solaires des baies, avec des facteurs solaires minimum à respecter, une isolation des parois entre les locaux à occupation continue et discontinue. Par exemple, si on a un bâtiment à usage d'habitation avec une paroi qui sépare le bâtiment d'un bureau, par exemple, où il va y avoir une occupation passagère dans le local, on va considérer qu'il est malgré tout obligatoire d'isoler cette paroi. Il y a aussi des exigences concernant le comptage des énergies. L'idée, c'est qu'on puisse justement compter les énergies consommées poste par poste sur les différents postes et usages réglementaires que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà, donc c'est une partie. Il y a encore d'autres exigences. Je ne les ai pas toutes listées, mais ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'est la réglementation environnementale 2020
et des impacts qu'elle va avoir sur les constructions demain et aussi pour l'ensemble des acteurs qui vont devoir aussi faire évoluer leurs pratiques, donc sur la partie énergétique, mais aussi sur le carbone. Parce que là, ce qu'on peut aussi noter, le changement majeur, c'est qu'en RT 2012, on était quand même principalement c'était quand même principalement les métiers de la rénovation, enfin pas de la rénovation, excusez-moi, les métiers de la performance énergétique qui étaient concernés. Et désormais, avec la RE 2020, c'est vraiment l'ensemble des métiers qui va être touché par cette réglementation. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, il y a une question d'Erwan Montfort par rapport au BBO moins 30%. Il demande si c'est pas un peu beaucoup par rapport à ce que ça va avoir comme impact. Est-ce que ça c'est encore en discussion ou est-ce que c'est inscrit dans le marbre? Alors, effectivement, c'est un point que je voulais aussi préciser hein, pour tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Donc, c'est quelque part un point d'étape. On se base sur tous les éléments qui ont été annoncés et présentés par le gouvernement. Néanmoins, tout ça n'est pas définitif dans la mesure où les textes réglementaires ne sont pas encore publiés. Ils devraient l'être en fait a priori courant juin pour le résidentiel. Donc, il va y avoir encore une consultation publique de ces textes. Donc, il ne faut pas les prendre tels quels. C'est un point d'étape à un instant T. Voilà. Ensuite, concernant le BBO, effectivement, là, c'est la question en fait du croisement entre les différents indicateurs. Si je suis plus performant sur le volet énergétique, que ce soit sur le BBO ou le confort d'été, bien souvent, je vais devoir rajouter des isolations, je vais devoir rajouter des brises-soleil pour le confort d'été, etc. Ça va impacter aussi sur le poids carbone. Donc, il faut vraiment, c'est bien ça aussi la complexité de la RE 2020, c'est qu'il va falloir croiser l'ensemble des indicateurs et avoir vraiment une approche globale énergie carbone. Concernant le BBO moins 30%, donc là, en fait, effectivement, il y a surtout une difficulté sur les bâtiments les plus petits, notamment en collectif. Plus un bâtiment est petit, globalement, moins il va être compact. Et un bâtiment qui n'est pas compact, il va avoir plus de besoin de chaleur au sein de son logement. Donc, du coup, effectivement, sur les petits bâtiments, le BBO-30 est plus compliqué à atteindre. Il nécessite un vrai effort sur l'ensemble des leviers qu'on a évoqués tout à l'heure, étanchéité à l'air, isolation, etc. Mais c'est tout de même réalisable. En maison, c'est plus compliqué à atteindre et c'est surtout que derrière, il y a un surcoût qui est loin d'être négligeable. L'application là, de la RE 2020, par exemple, sur la maison individuelle, à partir du 1er janvier 2022, on l'estime entre 7 et 13%, donc en prenant en compte les exigences énergétiques et environnementales. Donc, c'est loin d'être négligeable. Merci. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap en vraiment les points forts de cette réglementation, notamment sur le volet carbone et sur le volet énergie? Et éventuellement, je veux bien aussi que tu nous donnes les évolutions qu'il y a eu, les évolutions récentes du 18 février suite aux modifications du gouvernement par rapport au fait qu'on a eu des craintes quand même en fin d'année par rapport au seuil qui était annoncé courant novembre et ce qui a été réannoncé le 18 février. Alors, effectivement, courant novembre, on a eu des annonces très, très brutales en fait pour l'ensemble des filières constructives, à savoir que le gouvernement a annoncé que la RE 2020 devait conduire à la standardisation quelque part de la construction bois et des matériaux biosourcés. Donc, je pense que ces éléments de langage ont quand même évolué au fil de temps. Nous, alors, au niveau de la Fédération française du bâtiment, on a poussé davantage pour qu'il y ait plus de mixité de matériaux dans la RE 2020 et en poussant sur le fait que effectivement il faut une mixité de matériaux, sachant que les contraintes ne sont pas les mêmes en fonction des régions, en fonction des projets, etc. On peut être amené à utiliser un produit plutôt qu'un autre. Donc, il y a eu un certain nombre d'ajustements au cours du mois de février. C'est ce que tu disais, Philippe.
Et ces ajustements, effectivement, ils vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que le critère carbone a été allégé en maison et en collectif pour laisser place à la mixité de matériaux. Néanmoins, il faut quand même noter que l'ensemble des filières devront faire de gros efforts, que les seuils à long terme, on va dire à partir de 2028, ils seront pas atteignables avec les solutions actuelles. Que tous les produits, toutes les filières devront se lancer, devront suivre cette trajectoire ambitieuse. On pourra utiliser des produits innovants, des produits bas carbone sur l'ensemble des filières si effectivement les industriels font l'effort nécessaire pour les développer et pour lever les différents freins qu'on a évoqués tout à l'heure, les freins assurantiels, les freins au niveau de la mise en œuvre. D'un point de vue économique aussi, il y a beaucoup de questionnements. Parce que si on parle des impacts économiques à court terme, à long terme, pour l'instant, on n'a aucune idée du modèle économique finalement de la RE 2020. Donc c'est aussi un questionnement qui devra se poser. Les points majeurs de la RE 2020, Philippe, que tu me demandais, alors donc il y a le critère carbone, hein, le critère carbone donc sur la construction. Il y a le critère carbone donc lié aux consommations d'énergie, donc lui qui va plutôt pousser à supprimer ou limiter au maximum le recours aux énergies fossiles pour la consommation d'énergie. Concernant le volet besoins bioclimatiques, donc un renforcement de 30% par rapport à la RT 2012. Et concernant les consommations d'énergie, donc là, on aura un seuil sur les consommations d'énergie non renouvelables et un seuil sur les consommations d'énergie de manière générale pour limiter davantage les consommations dans le cas où on a recours à une énergie non renouvelable. Et dernier point sur le confort d'été, donc on a un indicateur qui va prendre en compte l'intensité et la durée d'un confort estival de l'occupant. Donc là, c'est aussi le dernier point, je pense qu'il faut noter. Donc carbone, énergie et confort d'été. Bien, merci. Il y a une dernière question d'Erwan Montfort concernant le gaz. Est-ce que tu sais s'il y a des spécificités qui seront prises d'un point de vue régional? Alors, je connais un peu le sens de sa question. En Bretagne, on a beaucoup d'usines de méthanisation qui sont en projet, on en a à peu près 150. Et donc, du coup, une production de biogaz assez forte qui pourra arriver en Bretagne, notamment du fait qu'on a une industrie agroalimentaire importante. Est-ce que tu sais si comme pour les zones climatiques sur l'énergie, il y a des choses qui seraient prises en compte par rapport à des critères comme celui-là d'un point de vue régional? C'est un sujet qui a été abordé effectivement avec les pouvoirs publics. Quelle place finalement pour le biogaz dans la RE 2020? Alors c'est vrai qu'à ce jour, par rapport à tous les seuils là que je vous ai présentés, finalement, effectivement, le biogaz n'aurait pas sa place aujourd'hui dans la RE 2020. Néanmoins, le gouvernement a bien précisé qu'ils vont se pencher sur la question pour effectivement laisser place éventuellement d'ici quelques. Je ne sais pas si c'est une histoire de mois ou d'années, j'ai vraiment pas plus d'informations sur ce sujet, mais qu'en tout cas, il y a une réflexion qui va être lancée sur le développement des filières de biogaz. Donc, ça peut donner lieu à terme, effectivement, à éventuellement des modulations de seuil pour accompagner le développement du biogaz. C'est une option, hein, comme on l'a vu là pour les réseaux de chaleur tout à l'heure. À noter aussi que cette réglementation, elle va faire l'objet d'une clause de revoyure. C'est-à-dire que là, en fait, on est sur une trajectoire de 10 ans, hein, comme vous avez pu le voir. On affiche dès aujourd'hui des seuils en fait qui vont s'appliquer en 2031. Mais finalement, pendant ces 10 ans, ces seuils, ils vont pouvoir être revus aussi au fil de l'eau sur toutes ces années. Ce qui peut effectivement donner lieu à des ajustements. C'est tout à fait possible, c'est vraiment tout dépend de la volonté politique. Mais ces textes vont pouvoir évoluer et puis le sujet du biogaz pourrait s'introduire effectivement dans la RE 2020 si la volonté politique est là. Merci. Il y a une nouvelle question de Clara Bargeton, pardon. Les valeurs seuil des critères sont ici données pour les logements, mais y a-t-il des valeurs pour les bâtiments tertiaires? Alors pour l'instant, on n'a rien sur le tertiaire. On n'a pas encore reçu aucun élément n'a été communiqué par le gouvernement.
Donc on est toujours dans l'attente sur le tertiaire. Ok, merci. Voilà, on a épuisé les questions. Si vous en avez d'autres, on est preneur. Si, Nicolas Lebon, au final, l'Aéro 2020 est-elle une opportunité ou une contrainte pour les entreprises du bâtiment? Alors, à court terme, donc on s'est assuré que les seuils, et puis c'est ce qui a été communiqué aussi par le gouvernement, les seuils à partir de 2022 seront non contraignants sur la partie carbone. L'idée, c'est que l'ensemble des projets puissent respecter les seuils dans le but justement d'accompagner les acteurs dans un premier temps. Donc, je dirais qu'à court terme, c'est surtout un enjeu de formation plus qu'un enjeu technique ou économique. À moyen long terme, effectivement, là, ça va potentiellement amener à des changements majeurs sur la construction, comme on le disait avant, sur l'utilisation des matériaux, sur la mise en œuvre, etc. Là, effectivement, il y aura forcément des contraintes conséquentes pour l'ensemble des métiers et notamment les entreprises du bâtiment. Et il va falloir justement y faire face et s'y préparer. Sachant que l'entrée en vigueur est le 1er janvier 2022, effectivement, c'est dès aujourd'hui qu'il faut justement se préparer, non pas aux exigences de 2022, mais déjà se préparer à la trajectoire qu'il va falloir suivre sur les 10 années à venir. Bien, merci. Je ne sais pas si tu as des éléments complémentaires à donner. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On est à 56 minutes de live. On avait prévu 1 heure, donc on est bien. On attend un petit peu, voir éventuellement s'il y a d'autres questions. Si c'est pas le cas, Bruno, merci beaucoup pour ta présentation. Il a été posé plus haut la question de la diffusion du support. Je me suis permis de répondre que oui, on pourra diffuser le support. Tu es bien d'accord? Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis l'ensemble de ce webinaire sera disponible en replay ultérieurement. La question a été également posée. Ça sera le cas d'ailleurs pour les autres webinaires. Voilà, bah écoutez, moi j'ai plus qu'à tous vous remercier pour votre participation. Merci Bruno pour ton intervention. Et puis voilà, et merci à tous. Merci à tous.